André Berkoff, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis merci à tous qui nous suivez. Continuez bien sûr à commenter cette vidéo, à vous abonner et à faire abonner ceux qui vous entourent. Alors, André Berkoff, on va commencer cette émission, comme toujours, c'est la tradition, par une citation. J'ai choisi pour vous Philippe de Comines. C'était un chroniqueur du règne de Louis XI. Je ne l'ai pas choisi par hasard, mais on en parlera après. Vous nous l'expliquerez peut-être. Je cite Philippe de Comines. « Je me suis souvent repenti d'avoir parlé, jamais de m'être tu. » Vous qui avez beaucoup parlé, en tout cas dont on entend souvent la voix, est-ce qu'il vous est arrivé de regretter parfois d'avoir pris la parole? Alors écoutez, sans faire de fausse modestie, non, il m'est arrivé évidemment de dire des choses qui étaient peut-être soit excessives, soit carrément d'avoir déconné. Mais très sincèrement, je ne peux pas dire que j'ai eu un vrai regret d'avoir dit quelque chose ou je n'ai jamais essayé, si vous voulez, d'être, méchant, oui, satirique, oui, mais méchant, sciemment, essayant de faire du mal sciemment, c'est pas mon genre de beauté, donc non, je peux pas dire que j'ai eu des repentirs de ce point de vue-là. Alors, les surnoms, les pseudonymes, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il y a donc Philippe de Comines, il y en a un autre, Caton, l'ancien, que vous avez utilisé à plusieurs reprises, et puis aussi Catherine de Médicis, je crois. Exact. Pourquoi cette pratique du Alors pseudonyme? pourquoi cette pratique? Parce qu'elle était absolument nécessaire pour les 3 livres dont, vous parlez. Surtout le premier. Alors là, il faudrait que je détaille un peu. Philippe de Comines, pourquoi? Parce que c'était en 1977, été 77, et on attendait les législatives de 1978. Et on pensait qu'aux élections législatives de 1978, la gauche mitterrandesque, je rappelle, programme commun, etc., allait gagner les élections législatives. Et comme Giscard d'Estaing avait dit qu'il était prêt à cohabiter, donc tout le monde attendait, les uns pour s'en réjouir, les autres pour s'en esbobir et frémir d'horreur, attendaient une victoire de la gauche. C'était vraiment les sondages, vous voyez déjà, tout ça. Donc, mon éditeur, qui était Pierre Belfort à l'époque, un jour vient me dire « Écoute, j'ai une idée d'un titre. Les 180 jours de Mitterrand. » Et je lui dis « Ça veut dire ?» Il me dit « Voilà, les 6 mois du gouvernement Mitterrand au pouvoir sous Giscard. Ça échoue à la fin, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 mois ?» Et j'ai trouvé que l'exercice était très drôle. Et l'idée de base, déjà, je me suis dit, bon, si c'est un journaliste, André Berkoff ou autre, bon, c'est amusant. Mais si c'est quelqu'un qui est dans les arcanes du pouvoir, qui connaît le sérail et en connaît les détours, ce sera plus amusant. Et donc, je me suis dit qui? J'avais pensé à Froissart, mais il y avait déjà André Froissart. Je pensais à Joinville, mais je me suis dit Joinville-le-Pont. Et puis Philippe de Comines. Ça a été vraiment ça, rien. Et je publie donc, enfin j'écris ce livre, et je raconte, parce que ça va vous amuser, donc c'était en été 77, et il paraît fin août 1977. Et à un moment donné, on fait l'organigramme du ministère Mitterrand. Mitterrand, Premier ministre, bien sûr, à l'époque. Et je suis assez content de vous dire que 4 ans avant 1981, donc la victoire de Mitterrand au présidentiel, j'avais la moitié des ministres qui étaient à leur poste en 1977. Et j'ai donc fait quand même, je dois dire, la fortune d'un monsieur qui n'était pas inconnu, mais qui était un théâtreux, qui s'appelait Jacques Lang. Quand on est arrivé au ministère de la Culture, mon éditeur, parce qu'il n'y avait que lui dans la confidence, me dit, tiens, il faut mettre Jacques Ralite, un communiste, etc. J'ai dit, oui, Ralite, oui. Non, on va mettre Jacques Lang, je le connais, tout ça. Mais Jacques Lang, c'est ridicule. Jacques Lang, il est à Chaillot, il est à Nancy, saltimbanque, aucun intérêt. Je lui dis, oui, mais ça fait rien, c'est un copain. Et donc, Jacques Lang me l'a dit après, il m'a dit 4 ans avant, j'ai dit vraiment, bon, ça c'est anecdotique, mais enfin, il y avait Mauroy, il y avait Badinter à la justice, etc., etc. Ça n'avait rien de visionnaire, mais enfin, c'était assez rigolo. Et je dois dire que ça, je me rappellerai toujours, le livre est publié en librairie fin août 77. En 2 mois, on a vendu 150 à 200 000 exemplaires parce que tout le monde attendait la victoire de la gauche. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, la nationalisation, les histoires, on avait des tas d'anecdotes, etc. On s'était amusé.
Et j'avais des gens qui connaissaient très bien le pouvoir. Moi, je n'ai jamais été vraiment dans les allées du pouvoir, mais j'avais pas mal d'amis qui les connaissaient. Et donc, voilà. Et simplement, en octobre, donc juillet, août, septembre, pardon, octobre, ça marche très bien. Et fin octobre, c'est la rupture du programme commun entre Mitterrand et les communistes. Donc, le spectre d'une victoire de la gauche s'éloigne et les ventes du bouquin sont retombées comme feuilles d'automne. Mais c'était assez rigolo, on s'est amusé et ça a duré 2 mois. L'autre qui a eu beaucoup plus de retentissement, c'était Caton. Voilà. Caton, c'est 6 ans plus tard, c'est-à-dire on est en 83, 82 très exactement, et je dois dire que quand on parle du grand tournant de la gauche en 83, vous savez, c'est pas 83, c'est 82. Parce que le livre, et on peut le consulter si on veut, c'est paru chez Fayard. Là aussi, il racontait comment à la pause des réformes, j'ai dit Mitterrand, alors j'étais censé être un aristocrate de droite giscardien, qui regardait passer la gauche. Et qui dit, vous inquiétez pas, la gauche, ils sont en train de monter par l'escalier de service, ils vont découvrir la vaisselle en or, ils vont découvrir d'être propres sur eux, et ils vont gérer le capitalisme encore mieux que la droite, et nous serons là pour ramasser les morceaux. C'était ça la thèse du livre, et c'est pour ça que ça a eu un très gros succès. C'était un peu, je jouais les cyniques, si vous voulez. Le titre était, c'est bien cela, pour vaincre la gauche, il faudra se débarrasser de la droite. Voilà, c'était évidemment quelque chose qui était plutôt à gauche, enfin, dans mon esprit. Mais en fait, en même temps, le détournement était là, c'est-à-dire que je montrais dans ce livre, pour peu que quelqu'un le relise, et c'est amusant de le relire presque 40 ans plus tard, c'est que je montrais que la gauche allait gérer le capitalisme, ce qui s'est d'ailleurs passé, et on a bien vu les résultats par rapport à la gauche et au peuple quelques années plus tard. Et ce livre, l'anonymat a duré pendant 1 an. Et c'est très intéressant du point de vue à la fois médiatique et dans cette société du spectacle qui perdure plus que jamais, c'était de voir comment l'auberge espagnole du fantasme avait fonctionné. C'est-à-dire tout le monde disait « qui est Caton ?» Et pendant 1 an, l'anonymat a été gardé, il y avait 3 personnes ou 4 qui connaissaient vraiment. Et dans les journaux, la radio, dans les salons, tout le monde disait qui c'est. À Sciences Po, ils avaient mis rue Saint-Guillaume une vasque et les gens disaient c'est Barre, c'est Giscard, c'est Poche de Combray, c'est telle personne et tout ça. Et c'était très amusant, je dois dire, que quand vous êtes dans un dîner à Paris ou ailleurs et que les gens parlent de Caton et parlent de vous sans savoir que c'est vous. Ça, c'est assez rigolo quand même. C'est un plaisir que je souhaite à pas mal de gens parce que c'est assez jouissif. Voilà, Caton a duré 1 an jusqu'à ce que je sorte chez Apostrophe, chez Pivot, donc 1 an plus tard, en janvier 84. Alors, vous avez une carrière de journaliste assez incroyable. Vous avez commencé à L'Orient le Jour, et puis ensuite Jeune Afrique, L'Express, Le Monde, Libé, Le Nouvel Obs. On va en passer beaucoup, mais aussi, et ça c'est peut-être moins connu de ceux qui nous écoutent, Playboy, ou Lui. Oui. Vous avez également repris Harakiri en 2000. Exact. Mais il n'y a pas eu qu'en tant que journaliste, puis animateur télé, longtemps, éditeur également, essayiste, 45 ouvrages publiés. On vous connaît moins comme homme de théâtre, mais vous avez joué longtemps. C'était Paris... sur quelques la ville de mois, Paris. C'était au théâtre de Poche Montparnasse. On a fait un cabaret Paris interrompu par le Covid. Mais au fond, j'ai un ami qui m'en a... Alors, je vous le dis, parce que en disant que j'allais vous recevoir, j'ai un ami qui m'en a parlé avec beaucoup d'émotion. Voilà. Bon. Vous aviez on s'est bien amusé. C'est vrai. Et puis, bien sûr, Berkov dans tous ses états, c'est Sud Radio, c'est tous les jours du lundi au vendredi, de 12h à 14h, donc 2 heures pleines, 3 à 4 invités. Alors, on va parler de vous, bien sûr, de votre parcours, de vos passions politiques aussi, de votre vision du journalisme. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel après cette longue carrière. Mais avant tout, parmi toutes ces choses que j'évoque, ou peut-être d'autres d'ailleurs que je n'ai pas évoquées, de quoi êtes-vous le plus fier ? Écoutez, le plus fier, c'est d'avoir réalisé, d'avoir fait ce que j'avais envie de faire quand j'avais 14 ans. Franchement, j'ai pas fait des choses hallucinantes. Simplement, quand j'avais 14 ans, 15 ans, je disais, il y a 3 choses qui m'intéressent dans la vie, c'est d'écrire, c'est de voyager, de rencontrer des gens.
C'était vraiment ça. Je veux dire, je rêvais de ça, et mes parents me disaient, oui, t'es bien gentil, mais tu as gagné ta vie, c'est pas avec ça tu vas mourir de faim sous les ponts, donc fais tes études et tout. J'ai fait des études, j'ai fait une licence de lettres, enfin, un truc comme ça, mais je ne pensais qu'à ça. Et je me suis dit, comme mes parents, mon père était petit fonctionnaire, ma mère était femme au foyer, je me dis, j'ai pas d'héritage. Quel est le métier qui peut me donner ça? C'est le journalisme. Et vraiment, donc à 19 ans, je vous raconte ça parce que c'était assez drôle, 19 ans, je publie, j'étais à Beyrouth à l'époque, je publie dans l'Orient, qui est le grand quotidien de Libanais de l'époque, l'Orient le jour, c'était l'Orient. Je publie mon premier article, c'était sur la rentrée scolaire ou sur le bac, je ne sais plus, signé André Berkoff, fier comme Artaban, j'appelle mon père qui était au bureau, et je lui dis, t'as vu mon papier? Il me dit, mais espèce de con, t'as pas autre chose à faire, tu vas crever de faim, qu'est-ce que c'est que ces conneries, va faire tes études et tout. Et je lui dis, le con, c'est toi, on s'est engueulé. Et voilà, et je comprends, enfin, pour lui, parce que les parents pensent toujours à la sécurité, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Et il n'a commencé à être fier et content, lui, que quand je signais à l'Express, et que les gens venaient me dire, ah, on a lu, voilà. Mais voilà, mais c'est vrai que si vous me demandez... peut-être c'est cette cohérence avec mes rêves, avec mon envie, encore une fois, qui est basée sur, et c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, c'est vraiment de beaucoup voyager, j'ai beaucoup voyagé, les rencontres. Pour moi, c'est extrêmement important, rencontre avec les autres, célèbres ou inconnus, je m'en fous, c'est pas parce qu'ils ont des noms, etc. Les voyages, et puis l'écriture. L'écriture, évidemment, qui joue un rôle... centrale chez moi. Alors, vous avez vécu à Beyrouth, mais vous y êtes né, surtout. Vous êtes Absolument. né à Beyrouth, d'un père russe, donc d'une mère espagnole. Exact. Et vous découvrez donc la France. Vous êtes parti du Liban un peu avant la guerre civile. Ou dans oui, tout à fait, bien avant, oui. Et je voulais savoir quelles étaient vos premières impressions de ce pays que vous découvriez. Vous y avez sans doute été en vacances, peut-être, mais... la France. Voilà, la France. Alors, je veux dire, l'impression que j'ai aucune impression de découverte. Pour une raison extrêmement simple, il faut savoir qu'à l'époque, je parle des années 60, Beyrouth vivait à l'heure de Paris. Vraiment. Je veux dire que, vous voyez les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'Obs, mais je parle de l'Obs de l'époque, l'Express. C'était l'Express de Jean-Servan Schreiber et Giroud. D'ailleurs, c'est Giroud qui m'a engagé à l'Express. L'époque de Michel Cournot, l'époque de Sartre, de Foucault, etc. Il faut savoir que les hebdomadaires et les quotidiens arrivaient à Beyrouth le lendemain de Paris. Donc, si vous voulez, il n'y a vraiment pas eu hiatus. Évidemment, je ne vivais pas à Paris, j'étais allé en voyage comme ça, mais aucun hiatus parce que j'étais pénétré par les livres, par les journaux, par les discussions. Il faut savoir quand même que vous aviez à Beyrouth, et je dis toujours ça, des musulmans, des chrétiens, des juifs arabes qui discutaient de Cournot, de Foucault, de Sartre, de Camus, comme on en discute à Saint-Germain-des-Prés ou ailleurs, vraiment, alors, avec toutes les différences, mais... c'est vrai, il n'y a pas eu du tout de « Ah, je découvre la France ». Non, j'ai pas eu ça. La France était déjà là, si vous voulez. Et vous sentiez, à l'époque, vous étiez jeune, bien sûr, mais qu'il y avait des tensions potentielles au Liban? Vous aviez ressenti... Pas quand j'y étais. Honnêtement, moi, j'ai pas du tout quitté pour des raisons politiques ou communautaires, ou pas du tout. J'ai quitté parce que j'avais fait le tour de Beyrouth et que je voulais aller à Paris, parce que voilà, c'était là où j'avais envie d'être. Non, j'ai senti les tensions, mais j'y retournais souvent. Il y avait mes parents, puis beaucoup d'amis. J'ai commencé à sentir... je suis parti, si vous voulez, je me suis installé... début 67, fin 66, début 67, et j'ai commencé à sentir vraiment les choses dans les années 73, c'est-à-dire 2 ans avant la guerre civile de 75, et là, oui, on sentait les tensions communautaires, mais il y avait déjà en soubassement, si vous voulez, tous les signes du multiculturalisme, les signes positifs, se sont transformés en signes négatifs. À un moment donné, c'est vrai, on disait le Liban cosmopolite, le Liban multiculturel, le Liban juif, chrétien, musulman, sunnite, chiite, 17 communautés, ça allait du tonnerre de Dieu. Sauf qu'à un moment donné, quand la température du Moyen-Orient monte, chacun se recroqueville et ça a donné ce que ça a donné, et le drame qui continue. C'est quelque chose que vous ressentez aujourd'hui en France ou rien à voir? Vous ne tressez pas de parler? Oui et non, oui et non. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas de ceux qui disent « Ah, la France, c'est le Liban ». Ça me paraît quand même un peu court. Mais incontestablement, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment
où vous mettez votre communauté, votre identité communautaire ou religieuse ou ethnique avant le destin collectif d'une nation et d'un pays, forcément à un moment donné, c'est le pouvoir centrifuge. C'est évident. Et de ce point de vue, le Liban est une leçon, hélas, qu'il faut retenir. Parce que, effectivement, ce qui s'est passé au Liban, simplement, c'est pour ça que la comparaison s'arrête là, le Liban était le ventre mou du Proche-Orient. Le Liban, ça a été la guerre des autres. Tout le monde venait faire sa guerre sur le dos du Liban, qui n'en pouvait mais, et on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui avec les chiites du Hezbollah, l'armée libanaise et compagnie. Mais reste une leçon, et qui est posée à la France, et on le sait très très bien, et depuis des décennies, c'est quoi la France, c'est quoi le destin collectif, c'est quoi faire nation, c'est quoi l'Europe, etc., etc. Enfin, toutes ces questions qu'on se pose depuis déjà 30, 40 ans, 50 ans, et qu'on a passées sous le tapis comme une poussière qu'on ne voulait pas voir, et le mistigris qu'on se refilait en disant « foutez-moi la paix jusqu'à la prochaine élection ». Après ma réélection, le déluge. Donc voilà. Mais effectivement, le problème était posé. Alors justement, vous êtes né au Liban, d'un père russe, on le disait, mère espagnole. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez une passion, on y reviendra, pour les hôtels d'ailleurs, puis l'art de vivre globalement. Vous sentez quoi? Vous sentez français? Et si oui, on a reçu par exemple François Bégodeau qui disait « Moi, je ne sais pas ce que c'est de se sentir français, peut-être éventuellement devant un match de foot, mais c'est tout ». Comment vous le définiriez, vous? Écoutez, moi, c'est très simple. Je me sens français par mes lectures, par l'esprit, par une culture, par Gavroche, par, le Bayard, par Cyrano de Bergerac. Je vais vous dire une chose très simple. Je vais vous dire en quoi je me sens français. C'est très simple. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ne puisse pas sentir ça, ou alors vraiment on a un cœur en forme de saucisson de Francfort. Moi, encore une fois, vous savez, c'est la phrase de Romain Gary, je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines. Bon, elle est connue. Mais moi, c'est pas ça. Je peux vous dire aujourd'hui encore, quand je vais voir Cyrano de Bergerac, quand il dit, vous savez, ils sont dans leur baraquement, il dit, écoutez les Gascons, c'est toute la Gascogne, le fifre. Moi, ça me fait chialer. Bah, pourquoi? J'ai rien de Gascon. Voilà. Moi, j'ai rien de tout ça. Je suis pas Gascon non plus. Voilà. Je veux dire, quand on me pose la question, mais c'est la poésie, la saga, la rebellitude, c'est Fouché et Talleyrand, c'est l'esprit, c'est le vin, c'est, oui, et pourquoi pas dire l'érotisme, pourquoi pas, effectivement, le marivaudage, c'est Coderlo de Laclos, c'est l'Élison d'Orgeuse, c'est tout l'esprit français, oui. Alors, je veux dire, la question ne se pose pas. En même temps, je suis ravi d'être dans le monde entier. Enfin, il y a un esprit qui s'appelle l'esprit français, il y a une culture qui s'appelle la culture française, n'en déplaise à certains énarques un peu palichons. Voilà, c'est tout. Pour moi, honnêtement, à 14-15 ans, je lisais 4 bouquins par semaine et ça m'a pénétré l'esprit. Moi, il n'y a pas... vous voyez, est-ce que j'ai eu des gens qui m'ont marqué? Oui, mais ce sont des livres qui m'ont marqué. Et des livres, c'était ça. Alors, j'ai parlé de vous et qui vous connaissez un petit peu m'ont dit c'est un bon vivant. Est-ce que vous reconnaissez dans cette définition? Tout à fait. Tout à fait. Vous avez lutté en particulier, je disais que vous aviez une passion pour les hôtels, les grands hôtels, pour la gastronomie aussi, oui, contre la standardisation, l'uniformisation de ce monde postmoderne où finalement de plus en plus une chambre d'hôtel, d'ailleurs même une rue principale, les Champs-Élysées ressemblent à n'importe quelle avenue de n'importe quelle capitale du monde aujourd'hui. Ouais. Quand est-ce que ça vous a frappé et depuis combien de temps vous menez ce combat et peut-être comment le menez C'est-à-dire que si vous voulez, moi, enfin, encore une fois, et ce n'est pas moi qui le dis, mais je prends après un grand écrivain afro-américain qui s'appelle Marcus Garvey. Marcus Garvey a dit « Un arbre sans racines ne donne ni fleurs, ni feuilles, ni fruits ». Je veux dire, moi, je ne suis pas du tout passéiste en disant... Mais c'est fabuleux d'avoir un passé. C'est formidable quand vous passez dans un village, rue médiévale, etc. Quand vous voyez le temps que ça a mis à se faire, ces pierres, cet esprit, c'est valable pour les mots, c'est valable pour les pierres, c'est valable pour les paysages, c'est valable pour tout. Donc pour moi, c'est formidable. Quand je me retrouve, par exemple, à l'Oriental de Bangkok, alors vous avez toute l'aile moderne, bon, ben, c'est une aile que vous avez un peu, c'est Hilton, Sheraton et compagnie. Mais quand vous entrez dans l'immeuble qui date de 1888, où il y a 4 suites, où vous avez l'ombre de Joseph Conrad qui est là avant d'écrire Lord Jim, où vous avez Romain Gary, où vous avez tous ces gens-là qui sont là, vous entrez là-dedans, vous avez des bambous, vous avez un black qui joue September Song.
Vous voulez être quoi? C'est fabuleux, ça. Qu'on puisse habiter justement tous les siècles dans quelque chose qui est, on sait, on est en 2021, hein, je n'oublie pas. Mais c'est bien d'avoir l'espace d'un instant, l'espace de quelques heures, l'espace d'une nuit, cette espèce de formidable poésie d'éternité. Et le jour où on supprime ça, bon, ben très bien, si vous voulez faire des zombies absolument invertébrés, on peut. Mais c'est peut-être pas l'avenir du monde. L'idéal, L'idéal. c'est l'ambiance des films de Claude Sautet, c'est les dialogues Par d'Audiard. exemple, mais regardez l'ambiance des films sautés, mais aussi Louis Jouvet, mais aussi Molière, mais aussi, encore une fois, je pensais, je relisais récemment Paul Morand. C'est aussi Chardin, c'est aussi Jean Genet, Céline, des gens extrêmement différents. Mais chacun vous entraîne dans cet univers. Et qu'est-ce que vous faites quand vous lisez Céline ou Jean Genet? Vous faites olé. Regardez la Mouletta, regardez le truc de saxo. Quand Miles Davis joue de la trompette, en une note, vous reconnaissez Miles Davis. C'est ça. Mais c'est ce génie que j'aime. Vous écoutez Louis Armstrong, en une note, vous entendez Armstrong. Vous regardez une image de Stanley Kubrick, en 2 images, vous voyez que c'est Stanley Kubrick ou Fellini. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle le génie. Et bien, ce génie-là, vive ce génie. Je ne serai jamais un génie comme eux, loin de là, mais au moins, je suis heureux et je remercie le monde de pouvoir apprécier cela. Alors, pour rester sur ces sujets, pour ou contre les maisons closes, il aurait fallu les laisser ouvertes après la guerre? Écoutez, c'est très difficile à dire. Moi, je crois que le problème, il est compliqué. Alors, 2 choses. D'abord, les maisons closes, c'était évidemment une espèce de poésie extraordinaire. Enfin, je ne l'ai pas connue. Hein. C'était Madame Marthe Richard, elle était en 1946, j'avais 4 ans. Donc, c'était un peu jeune pour moi. En revanche, c'est vrai que l'endroit était extraordinaire. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait aussi exploitation, et exploitation quand même qui n'était pas rien. Et je ne dis pas ça pour juger les politiquement corrects. C'est trop facile de dire « Ah là là, magnifique les bordels », pendant que ces femmes étaient obligées de faire ce qu'elles avaient à faire. Donc, je ne suis absolument pas pour ça. Et puis, on voit bien ce qui se passe quand on va à Bangkok et compagnie, et dans l'Asie du Sud-Est. On ne va pas aller là-dessus. Donc, là-dessus, non. Moi, je suis, en revanche, vive l'érotisme libre, vive l'amour libre, sous toutes ses manières, entre adultes consentants. Soyons clairs. Voilà, moi je suis absolument pas l'exploitation de gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. Voilà, jamais. Ça pour moi c'est un crime. En revanche, tout ce qu'on peut faire de manière libre entre adultes consentants, eh ben écoutez, ça gêne personne et personne ne va... je n'emmerde personne, que personne ne m'emmerde. C'est ce que vous gardez de mai 68, cette liberté, Oui, mai 68, ça a été tout. C'est l'aspect fête qui était drôle. L'aspect politique était extrêmement secondaire. L'aspect politique, il y a eu les gauchistes qui étaient là voulant faire la révolution et les ouvriers qui voulaient une augmentation de leur salaire. Ils l'ont obtenu, les gauchistes sont rentrés chez eux et puis voilà. Et d'ailleurs, c'est extrêmement simple. Vous avez vu que chez certains, 50 ans d'hibernation dans un préservatif 68 arts, on donne des lèches Macron tout à fait formatés. Donc voilà, ça c'est vrai. Non, Vous les avez vus changer, ces gens que vous avez connus, j'imagine, dans les années 70. Mais j'ai vu aussi, oui c'est vrai, mais c'est les moins intéressants ceux-là. Oui. Parce que ceux-là c'est très simple, vous savez quoi? Ils ont découvert, comme je vous ai dit, l'escalier de service, ils ont découvert les fourchettes en or, en disant, ah là là, génial, par ici la bonne bouffe, quoi. Je veux dire, par ici, allez, à nous les gros billets, quoi. Je veux dire, que les gros salaires lèvent le doigt, c'est nous. Bon. Et après, ils ont essayé le rigolo, c'est qu'ils voulaient garder le beurre et l'argent du beurre. Donc, c'est assez comique. Non, mais il y avait des gens aussi en mai 68 qui étaient extrêmement, je veux dire, nets et clairs, qui sont partis soit en usine, soit en campagne et tout ça. Et moi, je respecte ces gens-là. Moi, je respecte les gens qui sont cohérents. Vous voyez ce que je veux dire? Cohérents avec eux-mêmes, cohérents avec ce qu'ils sont. Mais les gens qui changent d'idée comme de chemise, les gens qui disent « faites ce que je dis, pas ce que je fais », oui, je suis vive les migrants, mais surtout loin de chez moi. Je veux dire, moi, je respecte quelqu'un qui me dit, voilà, moi, les migrants, j'en ai pris une famille chez moi, etc., à respect. Mais quand je parle, et que surtout pas chez moi, et je contourne la carte scolaire pour mettre mes enfants à privé, alors ça, franchement, pour moi, c'est ce que j'appelle soit des faux culs, soit des vrais cons. Soit les deux, ça arrive. Alors, on aura à la fin de cette émission les questions de nos abonnés, des abonnés de la plateforme Livre Noir. Mais certaines donc, se feront un peu doublon. Je sais qu'il y en a une qui a été posée qui va
se rapprocher de celle que je vous pose. Vous avez été longtemps identifié à gauche. Ouais. Vous avez revendiqué le fait d'avoir été proche de François Hollande dans les années 80, proche de Jacques Attali, de François Mitterrand également. Est-ce que vous avez vécu un tournant ou est-ce qu'au fond, non, c'est simplement un approfondissement et une Non, je vais vous adaptation à dire, non, l'époque? non, mais c'est une question. Oui, on m'a dit, mais comment tu étais à gauche? Mais quelle gauche? Moi, la seule gauche dont je me revendique, c'est la gauche proche du peuple. La gauche Orwell. Voilà. L'exemple absolu de la cohérence, c'est George Orwell, par exemple. Il y en a d'autres. Hein. Pourquoi? Parce que George Orwell a toujours choisi, on peut être pour combien d'autres, et il est resté, et quand il y a eu l'Union soviétique, il a tout de suite vu, lui. Il n'a pas attendu les ouvriers de la 11e heure, vous voyez? Il a été ça. Ceux dont vous me parlez, c'est des gens tout à fait sympathiques. Enfin, ils étaient de gauche, je veux bien. Ils étaient de gauche, mais qu'est-ce que ça veut dire? On revient toujours, et c'est très long. Pour moi, pourquoi aujourd'hui la gauche a oublié le peuple et pourquoi le peuple ne vole plus jamais à gauche? Où est la classe ouvrière? Bon, on ne va pas en parler, on pourrait parler pendant des siècles. Mais tout ça, il y a eu une transformation sociale, etc., auquel la gauche dite officielle est passée complètement à côté. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est Topaz de Marcel Pagnol, c'est les nouveaux riches. Ils ont découvert et on leur a dit donnez-leur à bouffer. Il faut relire Topaz de Marcel Pagnol, tout est dit. Il a appris à bouffer. Et là, et j'en connais, je ne vais pas citer des noms, ils ont appris à bouffer. Ils disent, ah oui, après, on était un peu, ah là là, c'est génial. On a tout ça, on est dans le festin. Je comprends. J'étais dans le festin, sauf qu'à ce moment-là, dans le festin, vous savez, il y a deux choses que je veux dire. On parle toujours de la racaille d'en bas, les violences. Mais la racaille d'en haut, elle est aussi nocive, au moins, que la racaille d'en bas. Et la racaille d'en haut, qu'est-ce que leur a dit? Elle a dit, mais oui, les gars, on va vous apprendre à bouffer, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir non pas vos miettes, mais vous avez une bonne partie du festin. Et alors, à part ça, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ces gens-là dont je vous parle, oui, mais je suis toujours à gauche, hein. Attention, ah ben bien sûr que vous êtes à gauche. Attends, on va pas vous embêter sur vos convictions de gauche que l'on sent ferrailler, absolument intégrales. Non, alors donc voilà, je suis à gauche, c'est-à-dire, je suis à gauche, je mouve à droite, je pense à gauche, je gagne à droite, etc., etc. Bon. Donc, si vous voulez, moi, je ne crois pas honnêtement avoir changé. La preuve, c'est que, je veux dire, moi, j'ai tout de suite été sympathisant des Gilets jaunes quand ça a commencé. Je trouve que tout mouvement spontané de gens qui, et comme par exemple, et c'est vrai, quand je sens certains qui te parlent et quand on voit des agriculteurs se suicidant une fois tous les 2 jours, un agriculteur sur 2 et qui gagne 300 € par mois, ça, il devrait s'occuper de ça d'abord. Okay, ça, oui. C'est-à-dire, de qui on parle? Des SDF, des agriculteurs, des gens qui vivent à 500 € par mois, à 1000 € par mois? On parle de quoi? Vous voyez, avant d'accueillir toute la misère du monde, moi je veux bien, mais on s'occupe de ces gens-là. On fait ce qu'il faut pour eux. En tout cas, on leur donne la possibilité je ne dis pas on les aide, la possibilité de s'améliorer, de gagner un peu plus, etc. C'est ça la gauche. La gauche, pour moi, a toujours été, et je vais même vous dire pourquoi. Moi, j'ai grandi, mon père était bolchevique. Mon père était stalinien, pour vous dire. Et moi, quand j'ai vu... Mais il vivait une vie de petit bourgeois. Et quand j'ai vu les gauchistes de mai 68, que j'adorais, très sympathiques, enfin, ils se retrouvaient dans la résidence secondaire, etc., etc. J'ai rien contre. Mais à un moment donné... Et alors, encore une fois, ne généralisons pas. En revanche, respect, j'ai connu des gens en mai 68 qui ont vécu leur truc, qui n'ont jamais changé. Ça veut pas dire que gauche doit être pauvre. C'est pas le problème. Pas le problème de pauvres riches. Ils ont c'est été le problème cohérents, comme de vous la disiez. cohérence. Voilà. Alors, pour poser la question autrement, disons, à quel moment est-ce que vous pensez que les gens ont perçu chez vous un tournant? Est-ce que c'est peut-être au moment de la guerre en Irak? Vous aviez plutôt soutenu l'intervention de George Bush? Est-ce que c'est des positions que vous avez prises Honnêtement, ensuite? alors vraiment, je ne pourrais pas vous répondre. Je ne sais pas. Parce que ce que les gens, honnêtement, c'est pas que je m'en fous, mais ce que les gens pensent... ça ne me préoccupe pas, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit, chacun pense ce qu'il veut, c'est tout à fait son droit, etc. Moi, je crois, si vous voulez, que ce que j'ai c'est pas un coup de tournant, ce que j'ai assez mal supporté d'abord, c'est quand j'ai su, là j'étais très jeune, ce qui s'est passé avec les camps de travail en URSS. Bon, j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, je commençais à lire. Et puis après, il y a eu Solzhenitsyn, mais ça c'était beaucoup plus tard, etc. Et surtout, j'ai vu quelque chose qui me paraît, c'est pour ça que je dis que ça transcende la droite et la gauche,
Le problème n'est même pas entre droite et gauche. Le problème, c'est entre les tyrans, la dictature et la démocratie, qui voulait dire les contre-pouvoirs. C'est pas que je suis un fan idolâtre de la démocratie, mais il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir. S'il n'y a pas cet équilibre, s'il n'y a pas quelque chose qui si vous voulez, c'est ça le problème. On a tous, vous savez, c'est Thucydide qui le disait, tout pouvoir tend à aller à l'absolu. Bon, c'est normal, c'est humain. Je veux dire, tu me donnes ça, tu me laisses faire ça, je vais grignoter. Donc, si je n'ai pas à un moment donné un taquet, on le voit un peu pour les incivilités, on le voit un peu pour les attentats et tout ça. Si je laisse faire, eh ben évidemment, il va y aller. Si je ne dis pas, bon, attention, stop, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, évidemment qu'on va y aller. Donc, pour moi, le vrai problème, c'est où je mets le taquet, où je mets le curseur, où pouvoir et contre-pouvoir s'autobalancent pour donner un véritable équilibre qui permet d'avancer. Donc, oui, l'autorité. Et moi, je ne comprends pas qu'on parle des droits sans parler des devoirs. On marche sur deux jambes. Je ne comprends pas qu'on parle de liberté sans parler de responsabilité. Et est-ce qu'il y a un moment où vous avez ressenti ça? Peut-être un moment de laxisme, justement, particulièrement poussé? Je ne sais pas. Peut-être 2002, oui. Justement. Honnêtement, non. Je ne peux pas vous donner une date. Je sais que c'est venu à un moment donné. Disons, j'étais avant, c'est vrai, j'étais de gauche, machin, la droite, c'est salaud. Et là, c'est pas du tout que je dis à la droite, formidable, la gauche, c'est pas le problème. Oui, non, là, on parle pas de parti. Hein, non, bien sûr. Soit clair, si plutôt... vous voulez, j'ai eu une réflexion qui consistait à me dire, en gros, je crois que dans n'importe quelle communauté, parti et autre, le pourcentage des cons, des ambitieux, des avides, etc., c'est la même. Vous savez ce qui ne changera jamais? C'est depuis 10 000 ans, c'est le cerveau primitif, hein, l'avidité, l'ambition, la jalousie, le truc, etc. Après, la technologie permet de changer beaucoup de choses, mais le fond du problème, regardez les élections présidentielles, regardez l'ego, le tout à l'ego, hein, comme on dit. Il est là, il sera là demain. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est comment vous équilibrez tout cela. Comment vous empêchez quelqu'un ou quelques-uns de prendre le pouvoir, de le garder et en utilisant tous les prétextes pour étendre justement leur pouvoir et leur domination. Il est là le problème. Dernière tentative peut-être. Non, mais allez-y. Mes idées, hein, mais peut-être quand certains, en tout cas, se sont rendus compte qu'on agitait un chiffon rouge fasciste qui en fait était bidon. Enfin, ça a été d'ailleurs pleinement assumé par Lionel Jospin. Mais à un côté, voilà, en fait, tout ce mythe du combat antifasciste, il est quand même tombé, il s'est écroulé au début des années 2000. Je ne sais pas si ça... rappelez-vous ce que disait Churchill. L'antifasciste d'hier, c'est le fasciste d'aujourd'hui. Et puis Staline disait aussi, si vous voulez clore le bec à quelqu'un, traitez-le de fasciste, il va essayer de se défendre. Mais j'ai vu ça encore c'était extraordinaire. Je crois que c'était Gisbert et Laura Adler. Ah oui, vous avez vu ça. Fascinant. Et même Gisbert se défendait. Mais non, mais Zemmour me traite de cosmopolite. Mais qu'est-ce que t'as à te défendre? On dit, mais oui, vous n'aimez que les Blancs. Magnifique. Laura Adler, qui, comme chacun sait, est descendant des Zoulous. Enfin, bon, je veux dire, voilà, tout ça est grotesque. Tout ça est grotesque. Je trouve que ça, c'est vraiment de la perte de temps. Et je trouve, vous savez, à propos de ce qu'on dit de vous, j'aime beaucoup cette phrase de Kurlonski, « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. » Je m'en tiens là. Après toutes ces années, vous n'êtes toujours pas déçu par le journalisme ou par les journalistes? Je ne suis pas déçu parce qu'il y a toujours des journalistes qui font leur boulot. Je suis déçu parce qu'il y a, malheureusement, le système journalistique n'est plus du tout le même. Alors là, on pourra en parler effectivement longuement. Mais allez-y, au contraire, c'est intéressant. Mais en deux mots, oui, il y a eu quand même, par rapport à... Moi, ça fait quoi, allez, presque 60 ans maintenant. Ça ne me rajeunit pas. Mais la grosse différence, elle est de plusieurs ordres. Primo, j'ai connu un temps où les journaux étaient propriété des journalistes. En tout cas, de certains journalistes. Le Monde, l'Express, c'était Giraud et Chaban-Schreiber, qui étaient journalistes, qu'on le veuille ou pas. Ça change tout, ça. C'est clair. Ça, c'est première chose. Et qu'il n'était pas donc tributaire du gouvernement, des commandes industrielles, de tel... Enfin, le portrait, vous le connaissez, et évidemment. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il y a une image. D'ailleurs, vous les voyez, vous savez. Vous voyez les journaux qui font leur boulot, les journalistes, et les autres. Alors, c'est très simple. Vous regardez dans une image, vous regardez le coût d'un certain nombre de journalistes.
d'un certain nombre, pas tous. Si vous voyez des rougeurs, eh ben c'est le collier. Il a enlevé le collier, évidemment, avant de passer à la télé. Hein, donc. Et le collier, il y a une laisse. La laisse est longue. On le laisse, allez va gambader, allez, va bouger. Mais si tu vas un peu trop loin, on tire la laisse. Et oui, mais j'ai une femme et des enfants, ou un homme et un mari et des enfants, faut bouffer. Il faut bien que je vive. Voilà. Et il y a une phrase magnifique de Jacques-Laurent Bosse, qui a été le secrétaire de Jean-Paul Sartre pendant des années. Il avait écrit un article, je crois que c'était sur Giroud, il disait ça. J'ai travaillé 3 semaines pour Franche Dimanche. Il faut bien vivre, mais au bout de 3 semaines, je n'en voyais plus la nécessité. Voilà. Donc bon, après, c'est chacun choisit son curseur. Mais ça veut dire quoi au-delà de ça? Ça veut dire aussi que ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, c'est l'argent. Ça a l'air paradoxal pourtant. Les oligarques, l'argent, il est là. Oui, sauf qu'avant, un Pierre Lazareff, un Servan-Schreiber, un Giroud, vous envoyez pendant 3 mois faire des reportages. Qu'est-ce que c'est que le journalisme, sinon aller fouiller son groin partout, aller être un chien truffier? C'est ça, d'abord. On est tous, c'est très bien de faire des éditoriaux, etc. Mais ça, moi, je me rappelle qu'à l'Express, dans les années 74-75, on m'a envoyé suivre les routards. Vous savez, la première on the road. Je suis parti 4 mois. Je suis parti en Afghanistan, à Katmandou, en Syrie, au Pakistan. Pour les suivre. 4 mois et j'ai fait une série de payés par le journal. Payés par le journal complètement. C'est inimaginable aujourd'hui. Voilà, je vous donne un exemple que j'ai vécu moi. Et il ne m'avait pas dit, non, aujourd'hui on vous dit Coco, ça fait 24 heures que tu es parti, là, qu'est-ce que tu nous fais là? Voilà. Et attendez, il y a eu mieux. Enfin, je raconte toujours l'histoire, mais elle est magnifique. Et je ne sais pas si elle est vraie, mais je crois qu'elle est vraie. C'est, vous savez que Pierre Lazareff a envoyé Roger Vaillant, Joseph Kessel, je ne sais plus qui. Un jour, il envoie Blaise Cendrars, le très grand poète Blaise Cendrars, qui écrit. Il lui dit, écoute Blaise, tu vas prendre le transsibérien et aller jusqu'en Chine pour nous, et tu lui écriras des papiers. Très bien, il lui donne tout ce qu'il faut. Et Blaise commence à envoyer des papiers formidables sur Moscou, Tachkent, Samarcande, etc., que François a publié. Puis il rentre après une dizaine de papiers magnifiques. Et puis la rumeur se répand à Paris que Sandra n'avait jamais quitté Meudon, qu'il avait pris le fric et qu'il n'avait pas bougé. Alors, c'est vrai, c'est pas possible, scandale. Et Lazareff appelle Sandra. Il dit, Blaise, écoute, tu sais que je t'adore, je t'aime beaucoup, je t'admire. Mais franchement, là, tu nous as foutu dans une situation. Tu es parti? Est-ce que tu as pris le transsibérien ou pas? Parce qu'à l'époque, il n'y avait ni Internet, ni machin. Et dis-le nous. Bon, si tu l'as pas pris, je t'assure que je t'en voudrais pas. Mais dis-le moi, sinon on passe pour des imbéciles. Et Sandra a eu cette phrase magnifique. Il dit, mais Pierre, qu'importe, puisque je t'ai fait voyager. Voilà. Parce que ces papiers étaient extraordinaires. Et alors, on ne sait pas s'il est allé ou pas, mais je reviens à vous dire, c'est-à-dire que le journalisme, il y a donc la pression des actionnaires, il y a les possibilités, les moyens d'aller sur le terrain. Parce que je ne crois pas du tout qu'il y a moins de talent qu'avant ou qu'il y a moins de... C'est pas le problème. Le problème, c'est les possibilités. Et après, effectivement, les journalistes qui aussi idéologisés. C'est-à-dire, on est dans telle école, enfin tel courant, et donc il faut que je réponde au courant. C'est-à-dire, je dois m'adresser à l'autre, attends, est-ce que je suis correct ou pas correct? Est-ce que je suis dans la ligne ou pas dans la ligne? Ça, c'est extraordinaire. Il y a une espèce de l'autocensure dans ce cas-là. Oui, une espèce d'autocensure, mais même pas consciente, inconsciente. C'est la communautarisation d'un certain nombre de journalistes. Mais j'ajoute, c'est très important, qu'il y en a beaucoup qui font très bien leur boulot, un peu partout, d'ailleurs dans des journaux dits de gauche ou dits de droite, et qui font très bien leur boulot. Il ne faut pas, je ne généralise pas du tout, d'ailleurs, je déteste toute généralisation. Vous avez d'ailleurs été président du Club de la Presse, je crois que jusqu'en 2007, si je me souviens bien. Oui, 3 ans, je crois, ou 4 ans, je ne sais pas. Oui. Donc vous connaissez à peu près toute la place de Paris en matière de journalisme? Non, enfin, je connais pas mal de gens, bien sûr, et des gens... Il y a moins de diversité aujourd'hui en termes d'opinion parmi les journalistes que dans les années 70 ou 80? C'est-à-dire que c'est moins marqué, parce qu'à l'époque, il y avait... Par exemple, quand je pense à l'époque de De Gaulle, pourtant, on ne peut pas dire que De Gaulle était un démocrate laxiste. C'était le RTF. Et la presse écrite était beaucoup plus critique envers le gouvernement qu'elle est aujourd'hui. Moi, je rappelle, enfin, là, pour prendre un autre exemple, mais c'est très important, Harakiri serait impensable aujourd'hui. Les couvertures d'Harakiri,
impensable aujourd'hui. Il n'y en a pas une qui ne passerait pas devant la 7e chambre, 17e chambre correctionnelle, avec 65 associations qui se porteraient partie civile en plaignant et tout ça. On en parlait avec Laurent Oberton, justement. Vous l'avez reçu, je crois. Oui. C'est courageux, d'ailleurs, de le recevoir, parce qu'il n'est pas toujours... Oui. Après avoir été très largement, d'ailleurs, reçu au moment de la France Orange Mécanique. De la France, oui, bien sûr. Ben oui. Non, Non, mais il faut être... oui, ils tout ont à lancé fait. une revue, la Furia, et donc ceux qui veulent s'y abonner, les soutenir, vous aurez une code promo avec Livre Noir. Enfin, Ouais. vous inscrivez Livre Noir. Ben, c'est bien. C'est bien. Et donc, Club de la Presse, oui, vous disiez donc... Non, mais les opinions journalistes... beaucoup oui. plus tranchées, en fait, et des attaques beaucoup plus vigoureuses Oui, contre le pouvoir en et place. puis il faut bien voir qu'à l'époque, c'était très tranché. N'oubliez pas que les années 50-60, c'était pas encore à l'époque, si vous osiez dire qu'il y avait des camps de travail en URSS, vous étiez une hyène dactylographe, vous étiez un néo-nazi. Il ne faut pas oublier ça. Aujourd'hui, on voit les polémiques. Mais c'était rien à côté des polémiques de l'époque. Il faut toujours remettre dans les contextes. À l'époque, c'était la mort sociale plutôt que le tribunal. Parce Non, c'est la c'était, 17e vous chambre, étiez, mais oui, non, pas le voilà, vous étiez crypto-fasciste. c'est donc ça. Vous étiez vraiment mis au banc. Voilà, vous étiez vous aviez le sceau de l'infamie qui était gravé, etc. Enfin bon, il y a eu ça. Enfin, rappelle-toi ce pauvre Raymond Aron, quoi, etc. Et beaucoup d'autres. Donc, puis les polémiques Sartre, Camus et compagnie. Après, ça a été autre chose. Il y a eu effectivement les déconstructeurs, voilà. Et en fait, il y avait la gauche divine. La gauche avait le monopole de la générosité. La droite préférait se cantonner dans les affaires. Et était, oui, parce que la droite, c'est la droite des affaires. C'est pour ça que moi, En tout cas, ça l'a été, oui, dans les années 80-90. c'est pour ça que moi, c'est pas une question de droite et de gauche. Vous savez, c'est une question. Est-ce que des gens ont une indépendance d'esprit ou pas? Voilà ce qui m'intéresse. Je me fous après de leurs étiquettes. C'est pour ça que je lis un Paul Morand avec un plaisir formidable, que je lis même Henri Béraud, même si je ne suis pas d'accord sur certaines choses. Ou un mais Aragon et un Ou un Éluard. Aragon. Je sais, Aragon, on l'oublie, immense poète, immense immense poète, écrivain. mais qui a protégé, qui a couvert les crimes du Bien communisme sûr. pendant très longtemps. Ben, bien sûr, Céline. C'est Éluard, l'un des pires, j'ai appris là récemment. Oui. C'est Kundera qui le raconte d'ailleurs, que Éluard avait refusé de gracier deux de ses amis écrivains en République tchèque qui avaient été exécutés juste après la guerre par le régime soviétique. Et Éluard avait dit non, c'est l'avenir du peuple exige leur exécution. Oui, c'est fascinant. non, mais c'est. Il y a eu des Et ça terribles. ne l'empêche pas d'être un immense poète. Voilà. Alors, en revanche, ce qu'on peut dire peut-être, c'est. Alors, ça fera peut-être, à vieux réac, mais est-ce que le talent n'a pas un peu baissé? Ça, c'est une vraie question. Je veux dire que quand vous voyez la prose de ces gens-là de Kessel, par exemple, qui était un immense journaliste. mais Aragon, extraordinaire. Si vous relisez la chanson La Fiche Rouge qu'a mis en musique Léo Ferré, les, entre guillemets, métèques, comme les appelaient les nazis et les collabos, et Aragon, parti communiste, disait que quand ils allaient être fusillés, ils disaient la France en s'abattant. Relisez Aragon. Aragon, c'était France, France, France. Je meurs et France demeure, votre amour et vos revues. Il faut écouter les poèmes de la Résistance où la France était considérée comme la France. D'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire. J'en veux à Brassens, quand il met en chanson le poème d'Aragon, Il n'y a pas d'amour heureux, c'est qu'il ne chante pas, refuse de chanter la dernière strophe. Absolument. Qui est consacrée et pas à l'amour plus que de la de patrie. toi, l'amour de la patrie. Voilà. Il n'y a pas l'amour qui ne vive de pleurs. Et attendez, et il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous deux. C'est-à-dire, c'est quand même un chant d'amour. Et ça, c'est vrai, moi, ça m'a beaucoup frappé aussi, on parlait de ça, que Brassens refuse de faire le dernier couplet qui est magnifique. Est-ce que tout de même, vous ne voyez pas la gauche victorieuse des années post-68 La gauche divine dont parlait Baudelaire. Voilà, la gauche divine. Mais elle était drôle, on en parlait justement avec plusieurs de nos invités. Harakiri, c'était hilarant, c'était très... Il y avait des talents, des vrais talents, de grands écrivains. Et puis on a l'impression que tout ça s'est étiolé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de voir, à droite, on schématise, hein, on a compris que c'était pas un clivage partisan, que c'était... Mais de voir la même chose à droite, que l'humour peut-être, que la séduction peut-être, que à nouveau le talent peut-être sont davantage, cette fois-ci, à droite qu'à gauche, dans un mouvement de balancier dont l'histoire a le secret, et qu'on voit... Écoutez, je trouve que les hussards de l'époque, qui étaient à droite, avaient plus de talent que les écrivains de droite d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait déjà... Mais ils n'étaient pas
Rappelez-vous, enfin, Déon, Limier, Blondin. Blondin, bien sûr. Merveilleux Magnifique. Blondin. Blondin, quand on lui demandait, il sortait du bar, on lui disait, mais qu'est-ce que tu as fait, Blondin? Il dit, verre de contact. Enfin, magnifique. Il disait aussi à quelqu'un qui lui demandait pourquoi vous ne voulez pas rentrer à l'Académie française. Il y a trop de bars Entre la rue Bac et chez moi, exactement. bien sûr. C'est Ah, mais j'adore. tout de même tout près. Je viens maintenant à votre émission, puisque donc on en a parlé tous les jours, Berkoff dans tous ses états, 3 à 4 invités. D'abord, comment vous les sélectionnez? C'est un très gros travail déjà de réussir à rassembler 3 ou 4 personnes à l'antenne tous les jours. Oui, écoutez, honnêtement, nous sommes 3 à faire cette émission. J'ai un collaborateur, Augustin Moriot, qui fait très très bien son boulot. J'ai un excellent réalisateur, Thibaut Sadler. Et ensemble, si vous voulez, en fait, moi je regarde les journaux, les réseaux, tout ça. Et en fait, on regarde l'actualité le soir. Par exemple, maintenant, après vous, je vais aller voir et qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui peut réagir. En revanche, ce qu'on programme à l'avance, c'est les invités. C'est-à-dire qu'ils viennent soit pour un bouquin, soit par quelque chose. En fait, ça se divise en 2, l'émission. Il y a d'abord mes humeurs et puis des gens que je reçois sur un fait d'actualité, etc. Et ensuite, il y a un invité qui répond aux auditeurs, avec qui je m'entretiens pendant une demi-heure et qui répond aux auditeurs pendant une demi-heure aussi. Voilà, donc ça se répartit comme ça. Et ça, les invités, c'est en fonction d'un livre qu'ils ont fait paraître. Je regarde les essais, etc. Voilà. Non, c'est du travail. C'est du travail, oui. Il faut être, très attentif à ce qu'on est en train à l'ère du temps, mais au sens justement, pas à l'écume du temps, à l'ère du temps, c'est-à-dire Moi, j'essaie d'inviter des gens qui font des travaux de fond. Par exemple, j'ai reçu des gens sur les mathématiques, sur les éoliennes, sur l'énergie, des choses extrêmement diverses. Oui, des essais, je pense à Paul Sugy qu'on va recevoir bientôt. Voilà, la sur police, les choses qui sont très différentes. Fouillées, qui sont travaillées. Voilà. Les meilleurs invités, ce sont ceux qui écrivent? Comment, à votre avis, les meilleurs invités sont ceux, on trouve toujours les plus cohérents et surtout pas ceux qui écrivent, ceux qui savent ce dont ils parlent. C'est le plus important, je vais vous dire. Parce qu'il y a des tas de gens qui parlent brillamment de beaucoup de choses. Alors certaines choses qu'ils connaissent, d'autres qui ne connaissent pas du tout. Mais franchement, ce qui est le plus formidable, parce qu'on l'apprend aussi, c'est des gens qui veulent me dire, voilà, par rapport à la pollution, par rapport au CO2, par rapport à tout ça, voilà les chiffres, voilà ce qui se passe, etc. Et qui vous en parlent bien et clairement. Et ça, c'est formidable. Parce que vous apprenez, moi, c'est une école. En fait, je suis en formation permanente et c'est bien. Quelles sont vos limites? C'est-à-dire, pratiquez-vous une forme de censure? Est-ce que vous vous dites, non, là, cela va trop loin ou ça n'est pas assis sur des propos scientifiques? Quels sont vos critères pour vous dire, je n'inviterai pas telle ou telle personne? Non, alors je vais vous dire, ma limite, c'est, alors à tort ou à raison, c'est la médiocrité ou quelque chose qui n'est pas intéressant. Que pour moi, n'est pas intéressant, je peux me tromper complètement. Hein. Je veux dire que si je lis un livre où je regarde et qui est vraiment pas intéressant, je ne l'invite pas. Si vous voulez, je ne perds pas mon temps à inviter quelqu'un que je vais critiquer. Et je ne suis pas là aussi pour jouer. Moi, je vais me mettre en avant et aller, je vais me le démolir. Vous savez, comme au fond, beaucoup m'en foutent de ça. On n'a pas le temps. C'est de la perte de temps et d'énergie. Ou c'est intéressant, et je vois, et pas pour être idolâtre, mais pour essayer de comprendre et clarifier pour les auditeurs. Ou alors, si c'est pas intéressant, ou si je trouve pas ça intéressant, je laisse tomber, quoi. Je veux dire, perdons pas de temps. Vous connaissez le concept de la fenêtre d'Overton, c'est l'idée que en amenant certains termes dans le débat public, en fait, on permet d'élargir la capacité de l'ensemble d'une société à évoquer tel ou tel sujet. C'est exactement, quand on a 50 mots, on ne peut pas penser avec 50 mots. C'est ça. Alors vous avez beaucoup participé à élargir cette fenêtre d'Overton. Il y a eu un cas un peu emblématique. Récemment, Yvan Rioufol a reçu Renaud Camus. Oui. Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez que Ma réponse l'invité est très intéressant? simple. J'ai reçu Renaud Camus un mois avant Yvan Rioufol à Sud Radio et j'étais content de le recevoir. Je vois pas pourquoi. Et vous étiez heureux justement qu'il soit reçu ailleurs? Vous pensez que c'est quelqu'un qui a subi Bien sûr. C'est des clair. attaques injustes? Ouais. C'est clair. Enfin, je veux dire, on peut aimer ou ne pas aimer. Enfin, on ne peut pas lui reprocher. D'ailleurs, tout le monde maintenant reprend sa théorie. Mais au-delà de ça, je veux dire, c'est quelqu'un qui a sa voix. Comme par exemple, je vais inviter quelqu'un, on aime ou on n'aime pas, c'est Richard Millet.
qui a été totalement ostracisé. Alors, je ne les reçois pas parce qu'ils sont ostracisés. Je pense qu'ils ont des choses à dire et je ne vois pas au nom de quoi on les empêcherait, dans une soi-disant démocratie et liberté d'expression, les empêcherait de parler. C'est ça, votre premier critère, c'est tout de même l'intérêt à vos L'intérêt. yeux de leur œuvre. L'intérêt de ce qu'ils ont à dire. Et Voilà. vous essayez d'oublier qu'ils sont ou non ostracisés. Vous essayez de faire en sorte que ça ne rentre pas en Voilà, ligne de compte. ça ne rentre pas en ligne de compte. Maintenant, s'ils sont ostracisés je considère comme des mauvaises raisons, c'est une raison de plus pour les inviter. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont ostracisés que je les invite. Voilà. Ça vous est arrivé d'être attaqué, de recevoir des menaces ou en tout cas des critiques assez Des critiques, dures. des menaces, non, enfin pas que je sache, mais des critiques, oui. Après des insultes. quels invités, par exemple? Non, par exemple, quand j'ai fait Renaud Camus, et des tweets et des choses comme ça, classique. Mais, Et le souvenir, peut-être les souvenirs d'invités les plus émouvants, les moments qui vous ont touché, marqué? Il y en a quelques-uns. Alors, par exemple, je vais vous dire une femme d'agriculteur qui s'était suicidée et qui en parlait. Et Je me souviens c'était, de cette honnêtement, émission, j'étais bouleversé, quoi, parce qu'elle en parlait très simplement. Elle faisait pas ni de mélodrame, ni rien. Elle dit, voilà, mon mari et moi, on travaillait, on faisait ça. J'ai jamais eu de vacances pendant 7 ans. Et je me suis dit, mais merde, c'est quoi ça? C'est quoi un pays qui permet ça, quoi? Je veux dire, moi, je suis privilégié par rapport à ça. Je sais, je le dis sans aucune ni culpabilité, ni rien. Mais voilà, et quand j'ai ça, ça me touche beaucoup. Alors le reste, je suis ou à l'admiration ou à l'estime. Et rien n'a changé pour les agriculteurs. Rien, mais rien. Mais quand je vois les témoignages comme ça de gens qui objectivement vivent des trucs, pas seulement de misérables, mais des choses dures, difficiles, alors qu'ils ne devraient pas faire, je trouve ça mais inadmissible. Voilà. Donc, Autre moment émouvant dans vos souvenirs? Vous parlez en général ou Sud Radio? En général, d'ailleurs, au-delà de Sud Radio. J'en ai beaucoup, alors là, je pourrais vous en parler pendant des heures. Très émouvant. Alors, j'avais un truc, ça, je reviens au Liban. Et on fait des années. Au Liban, j'avais aussi quelque chose qu'il n'y a plus maintenant. C'est que, vous savez que le Liban, Beyrouth, les artistes venaient comme ils allaient à Marseille, à Bordeaux et ailleurs. Beyrouth faisait partie du circuit. Donc, j'ai reçu, pour vous donner une idée, Pierre Brasseur, Brel, Trenet, Beko, Jean-Paul Belmondo, Romain Gary, etc., qui venaient. Et il n'y avait pas d'attaché de presse. Hein. Ils arrivaient, j'allais les interviewer, et puis eux, ils étaient heureux, qu'est-ce qu'on fait? Et je les sortais. Donc, on sortait le soir, on faisait la fête, ou la bamboula, ou déjeuner, avec tous ces gens-là. Il n'y avait pas du tout, ah oui, tiens, je peux vous recevoir, oui, pendant 1 heure après, là j'ai plus le temps, là. Ça n'existait pas. J'ai eu la chance, à 20 ans, jusqu'à l'âge de 25 ans, de rencontrer des gens. Alors, mais ça vous prendrait, il faudrait une journée pour que je vous raconte les histoires avec Brel, avec Brasseur, avec Barbara. Incroyable. Incroyable parce que... Hein, allez-y. Écoutez, là, mais... Bon, je vous raconte 2 parce que... Brasseur, qui avait déjà 66 ans, moi j'avais 19 ans ou 20 ans. Il venait jouer Charmenteur avec Maria Cazares. Cazares allait se coucher, et puis il me dit, qu'est-ce qu'on fait à Beyrouth? Je lui dis, écoutez, je fais mon papier, j'envoie l'interview, et si vous voulez, après, je l'envoie à l'imprimerie. Et après, on vient vous chercher. 10 heures du soir, on vient vous chercher. On passe la nuit dans les bars de Beyrouth. Lui, 15 cocktails, il s'enfile les uns après les autres. Moi, 5, j'en pouvais plus. Et à 3 heures du matin, je me rappelle, on va dîner, tout ça. Puis il me dit, j'ai envie de baiser, j'ai envie de baiser. Et je l'emmène dans les bordels de Beyrouth. Il y avait des bordels dans Beyrouth. Puis moi, j'ai envie de rentrer. On arrive à 4 heures du matin. Elle s'appelait Marika, je me rappelle, le bordel le plus connu de Beyrouth, chez Marika. Et donc, il y avait, je ne veux pas être méchant, mais enfin, deux dondons hallucinants avec une dent en haut, une dent en bas, enfin, des cajots sympathiques. Je vais encore me faire traiter de sexisme, mais c'est très bien. Et donc, je dis en arabe, parce que je parle arabe, je dis, vous occupez bien de lui, parce que c'est un grand acteur français. Et alors, je me rappellerai, elle me regarde et dit, comment il s'appelle? Et je dis, je parle des années 64-65. Hein. Je dis, il s'appelle Pierre Brasseur. Et la fille lui dit, Pierrot, tu connais Gilbert Bécaud? Et lui, qui était complètement... Et j'entre, je me rappellerai toujours, il dit, t'inquiète pas, on va lui chanter des chansons françaises pour le mettre dans l'ambiance. Et je quitte les bordels avec les 2 filles qui rentraient en chantant Bambino avec Brasseur qui rentrait dans la chambre. Je veux dire, c'est une scène que toute ma vie, je m'en souviens, c'était tellement drôle. Donc, j'ai dit à la matrone, écoutez, voilà, sa chambre d'hôtel, le fric pour le taxi, puis m'accompagner. Moi, je rentre. Mais c'est ça qui est extra. On a fait ça 3 nuits de suite. Et le soir,
À 20h, il jouait Charmenteur de Georges Bernard Shaw, impeccable, professionnel jusqu'au bout des ongles, tout ça. Et des histoires pareilles, j'en ai connu. Brel qui chantait, qui Alors, était Brel, un rock'n'roll. allons-y. Brel qui donnait tout. Le rock'n'roll, c'est lui. Enfin, il chantait pas du rock'n'roll, mais la rock'n'roll attitude, c'est Brel. Brel, il finissait en nage, il était incroyable, mais d'une gentillesse, d'une simplicité. Barbara écorchée vive, enfin bon. Je veux dire, non, c'était marrant. Et si vous voulez... Et Gary, Hein Gary, formidable. Gary, on a parlé longuement parce que je lui très dis... voilà, père charismatique. russe. Ouais, très charismatique et amusé. C'est lui, je me rappelle, j'avais 20 ans, je lui disais, vous savez, voilà, je suis ça, voilà, multi, machin. Il m'a dit, soyez vous-même. Il me dit, nous, soyez vous-même, le plus important. Vous n'avez rien à renier de ce que vous êtes. Vous êtes un diamant à mille facettes. Vous avez le choix à être pour tout le monde. Diamant à mille facettes ou Anna Heuillère. Vous choisissez. Anna Heuillère. Je rappelle, Anna Heuillère ou diamant à mille facettes. Vous n'avez rien à renier de vous-même, mais n'oubliez jamais que vous êtes plus que la somme des parties. Voilà, pour moi, l'expression, pour revenir à ce qu'on disait au faux, l'expression la plus importante, c'est « je ne suis pas que ». Je ne suis pas que catholique, que juif, que ceci, que cela, que français. Je suis tout ça. Et je revendique le droit d'être tout ça, et j'emmerde quiconque me réduit à une étiquette, quelle qu'elle soit. Parce que c'est réducteur, c'est givrao. Ah, le truc est très simple. Si on se met dans cette perspective, ça va. Et Gary, d'ailleurs, dans son œuvre, enfin, c'est une merveilleuse leçon aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y avait, pour revenir au journaliste, c'est marrant, il n'y avait pas d'attaché de presse, enfin, il n'y avait pas ce contact-là. Le contact était complètement... voilà. Et c'est pas parce que j'ai rencontré Sartre un jour, là, c'était à la Coupole. Sartre avait ceci, je ne l'ai pas bien connu, mais moi, j'étais petit journaliste, là, et ben jamais il disait, moi, je suis Jean-Paul Sartre et je vous parle comme... Non. Vous savez, j'ai remarqué une chose, j'ai rencontré Castro, j'ai rencontré des tas de gens comme Fidel Castro et compagnie, à Cuba et tout ça. Les plus grands ont réglé un problème d'identité. Les semi-médiocres, ce sont ceux qui vous font leur numéro. Les grands, ils en ont rien à battre. Ça va, ils ont réglé leur problème. Jacques Attali, on l'a interrogé, on a un reportage qui va sortir, un documentaire sur sa vie, son œuvre. Il nous a accueillis très aimablement. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui un petit peu? Oui, Jacques... On hésite toujours. Est-ce qu'il a énormément de pouvoir? Est-ce qu'il a eu beaucoup de pouvoir? Il a eu, c'est clair que le fait d'avoir été avec Mitterrand pendant 10-15 ans, il a fréquenté, il a eu le carnet d'adresses le plus formidable du monde, enfin l'un des plus, quoi, bon. Mais c'est un type, il a un côté incroyable, c'est une éponge. Il a une capacité d'assimilation, il faut dire après, chacun, moi n'aime pas, moi c'est un vieux copain, je le connais depuis des années, donc, mais il a cette capacité d'absorber, d'assimiler, de transmettre qui est assez incroyable. Puis il dort 4 heures par nuit, donc ça joue, ça. Et il accepte que vous ayez des positions aussi différentes, parce qu'en tout cas... Ah, tout à fait. Ben oui, c'est-à-dire, non mais on s'est parlé, on s'est engueulé des fois, tout ça. Ça n'empêche pas l'amitié. Moi, je crois que l'amitié n'a rien à voir. Je peux être tout à fait ami avec quelqu'un qui est loin de mes opinions. Sinon, on n'a qu'à faire des clones et à se voir entre zombies de la même étiquette, quoi. Vous avez déjà regretté d'avoir invité certains de vos hôtes? Est-ce que vous vous êtes dit, ah, vraiment, là, j'ai... Ouais, non, oui, j'ai regretté certains, c'est-à-dire que c'était un peu ennuyeux. Ah oui, dans ce sens-là, mais je veux dire, pas dans le sens où ils se sont révélés autrement, politiquement, où ils avaient dissimulé leurs pensées. Non, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça. Et honnêtement, franchement, non. Non, j'ai eu des gens dont je pensais qu'ils allaient être très bons et qui étaient un peu décevants. Dissimuler leur pensée, non. Parce que si c'était ça, honnêtement, je les aurais interrompus. Enfin, j'aurais été très agressif dans ces cas-là. Je peux être assez agressif. Un peu de politique maintenant. Vous avez été considéré comme proche de Donald Trump, en tout cas soutenant sa candidature. Tout à fait. En particulier à l'occasion du dernier scrutin face à Joe Biden. Est-ce que vous avez été justement, est-ce que c'est le moment où vous aurez peut-être reçu le plus de menaces? Est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous Non, moi j'ai reçu beaucoup de critiques en disant comment, mais vous savez, j'ai reçu au moins autant de critiques quand j'étais allé voir Trump en 2016. Vous savez que j'avais interviewé Trump. C'était plus violent en 2016 ou en 2020? En 2016. En disant, mais y compris mes copains intellectuels de New York. J'ai le sentiment que c'était plus dur en 2020. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je l'ai senti beaucoup plus dur en 2016. En disant, mais qu'est-ce que tu vas perdre ton temps, c'est grotesque, avec ce clown, enfin, qui n'a aucune chance. Mes amis intellectuels sachant de New York et de Californie.
Je dis oui, mais écoutez, moi je suis allé dans des meetings, je l'ai vu pendant 1 heure, il se passe quelque chose, quoi. Et Donc, pourtant, certains avaient mis en garde. Je pense à Forbes. Je revois Jean-Pierre Elkabbach lui disant « Mais attendez, c'est un clown, il n'a aucune chance ». Et Forbes répondant avec un accent français. Enfin, il parle très bien, c'est très agréable de l'écouter, mais c'est sans doute l'homme le plus intelligent qu'il m'a été donné de non, mais rencontrer. Et il a toutes ses chances pour les élections. ouais, Et, mais il a et été vous étiez parmi les brillantissime. seuls à voir. Alors, qu'est-ce qui Ouais. explique son échec dans ce cas-là en 2020 ? Comment vous l'expliquez ? Beaucoup de choses à dire. D'abord, moi je reste persuadé qu'il y a eu une fraude Donc, une massive. fraude. Ah ouais, moi je crois tout à fait que ça a joué. Vous Et pensez puis, que si cette fraude a existé, elle sera dévoilée dans les années je à pense venir ? que c'est très difficile parce que les fraudes au numérique sont très difficiles. Et les fraudes aux EHPAD sont pas mal non plus, hein, avec le vote par correspondance. On verra d'ailleurs si nos amis vont rétablir vote par correspondance et vote numérique. Ce sera intéressant à suivre, mais enfin, c'est un autre problème. Non, je crois qu'il y a eu ça. Je crois qu'il y a eu effectivement aussi... Bon, il a fait aussi des conneries, Trump. Enfin, il y a eu des choses et des gens se sont éloignés. Mais surtout, quand même, il faut voir, jamais un président n'a été aussi vilipendé. N'oubliez pas que 90% des médias, 90% de l'establishment était contre lui. N'oubliez pas que les républicains, au départ, c'était tout sauf Trump. Everybody but Trump. C'était le type qu'il fallait surtout pas avoir. C'était le salaud. Et alors tout, on lui a tout fait. L'histoire quand même de la collusion russe, qui est un faux, on le sait. L'histoire des orgies à Moscou, l'histoire... Enfin, je veux dire, on lui a tout fait. Déjà qu'il est passé la première fois, c'était pas évident. Il faut dire que Clinton, c'était quelque chose. Et là, c'est très simple. Là, on l'a bien vu. Et puis, il y a eu le Covid. Il y a eu tout ça qui a joué. Enfin, bon. Cela dit, moi, je suis pour les gens qui... comment vous dire? Moi, je suis pour les gens qui sont en normes. Pour les gens qui voient... Écoutez, j'ai écrit ça, donc je ne peux pas dire, mais non. Pour moi, il y a 2 personnes aujourd'hui qui peuvent sauver... Enfin, sauver. Qui peuvent sauver ce qui est d'Occident, ça va peut-être étonner, c'est Trump et Poutine. Ah, il n'y en a pas plus, hein. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Après, il y en aura d'autres. Parce que Poutine, quand même, avec tout ce qu'on peut dire par rapport au Bélarus, tout ça, etc., qui a une politique évidemment nationaliste de puissance. Mais eux, quand même, je veux dire, c'est clair. C'est ce qu'ont pas compris tous ces gens-là par rapport... Et là, vous arrivez à la politique de la région. On a bien vu le nationalisme, il est régional. La Chine, qu'est-ce que c'est? L'Europe de l'Est, pourquoi elle réagit comme ça, Pologne et compagnie? Parce qu'ils ont connu l'Union soviétique. Ils n'ont pas envie de retrouver l'Union islamique. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être vraiment Einstein pour comprendre ça, quoi. Un enfant de 4 ans le comprendrait. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici, nous, on a quoi? Les Pokémon transgenres, nous, on est dans l'ère de misogynie et les hommes fleurs. Oui, tout va bien, etc., etc. On ne comprend pas. Bon, voilà. Donc, il semblerait qu'on voit les limites. Il y a eu 2 élections partielles aux États-Unis, là, justement, qui ont Ouais. une victoire sans conteste des républicains, soutenue par Donald Trump, en l'occurrence, et qu'on assiste peut-être à la déchéance, au déclin de l'idéologie woke. Est-ce que vous y je crois qu'il va croyez? vous savez, c'est toujours pareil, c'est le balancier. Je pense qu'il va y avoir un retour de balancier, c'est évident, parce que là, à un moment donné, bon, ça va. Mais effectivement, vous savez, il faut se méfier, hein. Vous savez, le problème, il faut jamais oublier qu'une minorité, quelle qu'elle soit agissante, peut prendre le pouvoir. L'Allemagne, en 1925, n'était pas nazie. La Russie, en 1910, n'était pas bolchevique. Même en 17, L'Italie, hein? Même en 17. Même en Ça 17, s'est joué d'ailleurs. à... C'est vraiment un putsch dans le putsch. L'Italie n'était pas fasciste en 1920, enfin 15, etc. Je veux dire, à un moment donné, il se passe quelque chose qu'une minorité agissante, bien organisée, ayant un truc, peut prendre le pouvoir. Ça, c'est tout. Rien n'est exclu de ce point de vue-là. Et c'est pas parce qu'on vit à l'époque d'Internet que ça va changer les choses. Aujourd'hui, on voit très bien ce qui se passe. La Chine, elle pense à la Chine. La Russie, elle pense à la Russie. L'Europe, elle pense à tout sauf à ce qu'elle est. Les États-Unis sont en pleine... voilà. Et après, les gens essaient de se débrouiller avec les moyens du bord. C'est clair. Pourquoi est-ce toujours la gauche qui a l'avantage sur le lexique, sur les mots? Et les mots, c'est l'arme suprême. C'était Lénine qui disait, faites-leur avaler Gramsci, le mot. Gramsci. Et, voilà, et vous leur ferez avaler la chose.
Comment l'expliquer? Est-ce que c'est parce que justement, il y a Elle par l'a de nature le moins en conservatisme? moins quand même aujourd'hui. Hein. Faut quand Vous même, pensez qu'il y a un renversement de ce point de vue? d'abord, il y a un renversement politique. Excusez-moi, où est où la ceinture rouge? Le Parti communiste faisait quand même, qu'est-ce que c'est 40 ans? C'est bien, il faisait 25 à 30%. Hein. C'est 40 ans de l'histoire, c'est rien. Non, il faut d'abord voir comment le peuple est parti, sans laisser d'adresse. C'est quand même pas rien, ça. Donc vous avez eu un retournement politique. Après, chez les intellectuels et autres médiatiques, c'est beaucoup plus fort. Et pourquoi, pour moi? C'est très simple. Plus il y a des milliardaires qui tiennent les médias, plus ils vont laisser à gauche. Moins milliardaires. Regardez. Regardez les progressistes qui m'entourent. C'est pas beau, ça. Regardez, je leur ai mis un petit ruban comme ça, ils sont bien. Regardez, allez, dis que tu es pour le woke et pour le truc, tu vois. Alors, comment expliquer Bolloré? Bolloré... Est-ce que c'est une révolution? Vous qui êtes un homme des médias, qui connaissez très bien Ouais. ce milieu, le rachat par Bolloré de Canal, Europa et CNews, compagnie, ouais. Europe 1 maintenant, demain... Alors, je vais vous dire, je ne peux pas vous répondre, je ne connais pas assez Bolloré. Est-ce que Bolloré va vraiment faire un contre-pouvoir? Ça peut se comparer à quelqu'un. En tout cas, en Amérique, on a eu ça avec CNews. Rupert Murdoch, Avec Fox. effectivement, avec Fox. Fox était la seule, et Fox, moi j'ai vu, parce que je vais très souvent aux États-Unis, j'ai vu comment Fox a supplanté CNN. En 5 ans, ils les ont écrasés, enfin en tout cas les supplantés. Parce que, et Rupert Murdoch a dit à Roger Ailes, c'était le grand concepteur, il a dit à Ailes, oui d'accord, tu veux faire un truc, parce que homme d'affaires, hein, lui d'abord. Il dit, mais c'est qui l'autre cible? Il dit, c'est 50% des Américains qui n'étaient pas représentés, comme Trump a représenté toute, c'est pas la France périphérique, mais l'Amérique périphérique. Tous les mecs qui sont entre West Coast et East Coast. Pour rester sur le sujet des États-Unis, on a eu l'occasion de rencontrer récemment un journaliste du New York Times qui dressait, apparemment c'est le cas beaucoup aux États-Unis, un parallèle entre la candidature potentielle d'Éric Zemmour et celle de Donald Trump, et qui mettait en avant des convergences entre les deux personnalités. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je crois que c'est intéressant, enfin avec, évidemment, comparaison n'est pas raison et mutandis mutandis, les États-Unis ne sont pas la France. Mais il y a des choses intéressantes. C'est-à-dire, d'abord, 2 choses. Tous les deux sont du système sans être du système. Je m'explique. Trump, milliardaire new-yorkais, de l'immobilier, etc., comme il y en a beaucoup, etc., People et compagnie. Zemmour, journaliste politique depuis 20 ans. Il fait que ça, hein, pendant 20 ans, il a fréquenté journaliste politique, ses chroniques, c'est ceci, c'est cela, etc. Il a fait que ça pendant 20 ans. Donc, il est du système, comme Trump. Mais tous les deux ont acquis une distance avec le système. Quand je suis allé interviewer Trump, qui était le seul journaliste étranger qu'il a reçu, je lui disais, alors qu'est-ce que vous pensez des politiques? Il disait, les politiques, je les connais, corrompus complètement. Je dis, mais ils ne sont pas tous corrompus. Il me dit, si. À New York, je les payais les deux parce qu'ils venaient me demander des trucs, donc je les payais, donc je sais. Zemmour, il a fréquenté, et il en parle d'ailleurs dans son récent bouquin. Politique, il connaît, mais il est aussi critique, c'est-à-dire qu'il n'est pas adhérent à ça. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose. Deuxièmement, et c'est très intéressant, tous les deux ont acquis leur notoriété par la télévision. Parce que Trump aurait été un milliardaire comme les autres s'il n'avait pas fait The Apprentice, émission nationale où il faisait You're Fired, vous savez, etc., qui lui a fait une notoriété. Les milliardaires en Amérique, les millionnaires, il y en a beaucoup. Hein. Zemmour, s'il n'était pas passé chez Ruquier pendant 5 ans et à CNews, était un journaliste du Figaro, basta. Il n'aurait jamais été quoi que ce soit d'autre. Bon. Troisièmement, et ça c'est très intéressant, c'est que les deux troncent les gens qu'ils ont devant eux à la télévision. Alors Zemmour, on sait ce qu'il a fait, son exercice pendant quelques temps, que ce soit chez Ruquier, mais surtout à CNews, il avait quelqu'un en face de lui. Et même avant, les mecs, ils n'allaient plus parce qu'ils disaient, ça va, on ne veut pas tirer sur des ambulances parce qu'il est très bon là-dessus, il a sa culture, il a ses trucs, bon. Et Trump, moi, je l'ai vu dans les primaires à la télévision, troncer les républicains. C'est extraordinaire. Je vous donne 2 exemples. Il est devant lui, il y a Jeb Bush, vous savez, le frère de George W. Qui était candidat à la primaire aussi. Qui était, c'était le favori. À l'époque, Trump, je vous dis, et devant 25 millions de spectateurs, 30 millions de spectateurs, je ne sais pas combien, il lui dit,
Mais Jeb Bush, tu n'as aucune chance d'être président des États-Unis. Tu sais pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que tu es low energy. Tu n'as pas d'énergie. Tu as une petite énergie. Tu ne peux pas être président. D'ailleurs, je vais te dire, ton frère, tu es terrifiant, il nous a amené la guerre d'Irak. Mais quelle connerie, la guerre d'Irak. On a perdu 100 000 soldats, on a perdu des milliards de milliers de dollars à cause de cette connerie. Qu'est-ce qu'on avait à faire en Irak? Ça ne servait à rien, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Ton frère nous a foutus dans la merde. Et alors là, le Jeb Bush s'énerve. Il dit, mais arrête de m'insulter ma famille. La famille Bush est une des plus grandes familles d'Amérique. Ma mère, Barbara Bush, est une des femmes les plus formidables d'Amérique. Et là, Trump le regarde, il dit, mais alors pourquoi tu n'as pas présenté ta mère? Pourquoi c'est toi qui te présentes et pas ta mère? Un type décomposé. Marco Rubio, après, même chose. Oui. Marco Rubio, il lui dit, mais tu ne seras jamais président. Mais comme ça, il faut le faire. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que tu as les mains moites, Marco Rubio. Tu te vois, président des États-Unis, en train de serrer la main des grands du monde entier avec tes mains moites. Et il prend une bouteille d'eau et il dit, tu vois, c'est ça, toi, Marco Rubio, tu vois, tu as les mains. Voilà. Les types étaient, qu'est-ce qu'ils lui répondent? Ils étaient décomposés. Zemmour à sa manière, bon voilà. Donc, autre point effectivement intéressant. Et enfin, effectivement, quatrième point, c'est que Trump s'adressait à cette Amérique périphérique, et Zemmour, quelque part, s'adresse pas seulement à la France périphérique, mais il s'adresse aux gens qui disent, attendez, le pays. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Make France great again. L'autre, qu'est-ce qu'il disait? Make America great again. Ouais, je parle à la France. Qu'est-ce qu'il disait, Zemmour? Ouais, il faut que la France revienne, machin. Là. C'est le truc important, le central. Il n'arrête pas de dire ça. Mais si vous comparez les trucs, voilà. Donc, il y a incontestablement, après, tout le problème, c'est que il faut que Zemmour, c'est tout le problème à l'intellectuel et le politique. Il faut qu'il soit intellectuel et politique. C'est-à-dire, si j'avais à faire des comparaisons, mais c'est ça, c'est très bien d'être 1940, mais il faut qu'il soit 1958. Ça, c'est son challenge. On verra bien. Est-ce que vous pensez que cette campagne risque d'être particulièrement sale? Avec des affaires, des insultes, oui, enfin, plus sale que d'autres. Vous savez, c'était pas mal déjà en 2017, hein, et puis d'autres. Je sais pas. En revanche, ce que je crois, c'est que elle va être la plus intéressante depuis 40 ans. Ça, c'est clair. Pour moi, pour moi, très sincèrement, quoi qu'il se passe, c'est la campagne la plus intéressante, je suis ça, depuis, même avant Mitterrand. Plus que Mitterrand, ouais. Pour moi, parce qu'on est en période de bascule, et si ça continue comme ça, il y a un vrai problème. En tout cas, c'est un temps de bascule, quelles que soient les choses, et si vous regardez tout le reste autour, le monde, etc., pour moi, oui, c'est l'élection la plus importante, puisque 5e République oblige, depuis au moins 40 ans, sinon plus. Ouais. Quels sont vos pronostics? Et pas de pronostic, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible parce que moi, je suis très frappé par cette fuite en avant à la fois du pouvoir, à la fois du reste. Honnêtement, je suis dans l'incapacité absolue de faire un pronostic parce que je n'exclus pas que les situations sont toutes possibles, y compris que Macron ne soit pas là au second tour, y compris que les gens qui ont choisi Macron choisissent Barnier ou quelqu'un d'autre, y compris qu'on dise à Macron, écoute, t'as fait ton boulot, c'est très bien, tu es allé très loin, t'as fait tout ce qu'on t'a demandé de faire, maintenant on va t'assurer un avenir en or, mais voilà. Tout est possible, honnêtement. Je trouve que là, une spéculation, quelle qu'elle soit, n'a pour moi, aujourd'hui, alors je vous parle, aucun sens. Aucun. Mais Marine Le Pen ou Éric Zemmour élus au second tour, c'est envisageable? Écoutez, s'ils n'arrivent pas, là on l'a dit déjà, s'ils n'arrivent pas, je ne parle pas des politiques, si les souverainistes, patriotes, conservateurs, populistes, appelez-les comme vous voulez, n'arrivent pas à se mettre ensemble, aucun ne gagnera, c'est clair. Ça, j'en suis persuadé. Si que ce soit les Dupont-Aignan, les Asselineau, les Philippot, les Zemmour, les Marine Le Pen, n'arrivent pas à se faire, écoutez, qu'est-ce qu'il a fait? Faites un programme commun de gouvernement. Ce qu'a fait Mitterrand, comment il a gagné Mitterrand? Il détestait les communistes qui le haïssaient. Mais il a fait un programme de gouvernement, il dit voilà, c'est voilà.
Si vous êtes incapable, alors que la France est à 55%, sinon 60%, on sait où elle est, si vous n'êtes pas foutu de vous rassembler sur un certain nombre de plateformes, je dis même pas un programme, des plateformes, etc., aiguës, alors qu'on voit très bien, faut pas être devin pour voir ça, alors là, je ne donne pas cher dans leur peau. Alors, on va passer à quelques questions de nos abonnés de la plateforme Livre Noir, donc livrenoir.fr. Certaines, forcément, sont déjà sorties. Je pense à la question de Frédéric sur justement la comparaison Zemmour-Trump. J'ai une question d'Armand. Beaucoup de félicitations dans les messages. Comment faites-vous pour être aussi impliqué dans votre profession, tandis que les journalistes de votre génération sont maux du genou, je cite. Écoutez, le secret de votre énergie, la high energy. Écoutez, parce que je crois que je suis extrêmement curieux et je suis... et je vais vous dire, j'ai absolument pas, et heureusement, réponse à tout, mais j'ai question à tout. Je veux dire, beaucoup de choses m'intéressent. Et quand beaucoup de choses m'intéressent, honnêtement, aujourd'hui, moi, ça me passionne. J'ai des projets, les projets me passionnent. Et comprendre mon temps, comprendre et transcrire et essayer de retransmettre mon temps, c'est vrai, c'est quelque chose qui m'excite toujours beaucoup et toujours autant. Donc Sylvain, qui vous remercie de votre travail de fond, de votre discernement et de votre bon sens. Pronostic, on l'a fait aussi. Louis qui demande que pensez-vous de la relation des classes populaires à Zemmour pour compléter votre entretien d'hier soir? Ah oui, pardon, c'était l'entretien avec Jérôme Sainte-Marie. Donc, est-ce que, sous-entendu, je pense, est-ce que Éric Zemmour peut séduire les classes populaires qui aujourd'hui sont encore plus largement captées par Marine Le Pen? Oui, écoutez, tout est possible, c'est-à-dire que en fait, les classes populaires, dont je crois le bon sens, sans faire de généralité, joueront vers celui qui a le plus de chance. Je pense, celui ou celle qui a le plus de chance. Je crois donc rien n'est exclu là-dessus. Question de Joe. Peut-on encore parler de démocratie alors que les députés votent les principales lois avec leurs pieds et ne sont pas présents dans l'hémicycle? Peut-on parler de démocratie, effectivement, quand on voit le rôle que joue le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel? Il y a un vrai problème. Martine Voller en parlait ce matin dans mon émission. À quoi sert l'Assemblée nationale, qui est effectivement une assemblée godillot? À quoi sert le Sénat, où il y a des sénateurs qui résistent, mais la majorité est là? Et à quoi sert le Conseil constitutionnel qui vient de prolonger tout ce qu'il y avait à prolonger? Non, je crois que le problème, là on revient, on en a parlé, tout le monde en a parlé, je crois qu'il faut découpler, enfin ça a été une erreur tragique, d'accoler les élections législatives ou sénatoriales ou autres avec l'élection présidentielle. C'est évident, à ce moment-là, c'est la majorité. Vous savez, déjà De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? De Gaulle a fait une constitution à sa taille, c'était la guerre d'Algérie. Le problème après, c'est qu'il faut avoir la taille de porter le costume. C'est ça. Donc, évidemment, la tentation pour des gens de se glisser là-dedans et de profiter de l'extraordinaire pouvoir, parce qu'un président des États-Unis, de France a plus de pouvoir qu'un président des États-Unis, sans comparer les deux pays, évidemment, c'est très dangereux. Encore une fois, on revient à pouvoir contre pouvoir. Et il n'y en a pas. Il n'y a pas assez aujourd'hui. C'est le moins que l'on puisse dire. Puis question de Xavier, quand recevrez-vous Louis XX, Louis de Bourbon dit Louis XX, sur le plateau de Sud Radio? Écoutez, je recevrai avec plaisir Louis XX le jour où il écrira un livre. C'est noté. J'ai une dernière question pour vous, André Berkoff, avant de terminer cet entretien. Qu'est-ce qui vous donne encore espoir dans la France de 2021? Qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être aux jeunes journalistes qui commencent leur métier aujourd'hui ou à ceux qui s'engagent dans une élection, peu importe leur parti politique? Je dirais que la première chose, c'est de se revoir et se regarder en mettant deux choses, la furia francese, comme disent les Italiens, et la vertu française au sens de courage. Vous savez, les analystes, il y en a beaucoup, les 400 000. Les coupeurs de cheveux en quatre, il y en a 400 millions. Les gens qui analysent, il y en a beaucoup, c'est très bien. Mais les gens de courage et de volonté, il y en a moins, malheureusement. Mais c'est le plus important, y compris pour les journalistes. Encore une fois, alors je sais que c'est pas facile, je sais, on dit tout, mais ça n'a jamais été facile. On n'est pas non plus en 40-44, faut pas non plus... délirer. Je crois que vraiment, ce qu'encore une fois, et je vous l'ai dit, ce que représente pour moi ce pays, et pourquoi ce pays est aimé. Il faut bien voir, et là vraiment il l'a oublié,
que la France, c'était quoi? Ce pays de la personne qui dit non, la liberté, je ne dis même pas la liberté, la fraternité, le côté allons enfants, le côté panache, le côté je franchis le pont d'Arcole, le côté j'y vais, et puis le côté la galanterie, enfin tout, la beauté, la mode, etc., etc. Le côté esthétique, c'est tellement beau. Si on oublie la beauté, si on oublie tout ça, quand on voit le saccage de Paris, ces pissotières sur les Champs-Élysées, qu'on appelle des fontaines, etc., c'est pas possible. On ne peut pas penser librement dans un univers je dirais, d'égout, quoi. Voilà, d'égout et d'égout avec un D apostrophe. Donc, je vais vous dire, les raisons d'espérer, c'est très simple, elles sont en nous. Chacun choisit d'être debout, assis ou couché. C'est une position. Chacun sa position. Et la beauté sauvera le monde. Merci André Berkoff. Merci pour ce très bel entretien que vous nous avez accordé. On continuera à vous écouter donc, tous les jours, Berkoff, dans tous ces états, entre midi et 14h. Merci à tous. Continuez à nous suivre, continuez à vous abonner. C'est un simple clic, c'est gratuit. N'oubliez pas aussi que nous avons une plateforme livrenoir.fr où vous pouvez retrouver des contenus exclusifs. À très bientôt. Très bonne soirée à tous.